Bonjour à toutes et à tous. Je suis chef de projet maîtrise de l'énergie et réglementation thermique dans les bâtiments existants à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Et donc, je suis responsable du dispositif éco-énergie tertiaire que je vais essayer de vous présenter rapidement ce matin. Je vais aborder 10 sujets depuis l'historique jusqu'à effectivement le cas des entreprises des travaux publics et éventuellement voilà, les travaux publics au service du bâtiment. On va le voir à la fin. En tout cas, je vais passer très rapidement sur un certain nombre de diapos. Vous pourrez y revenir après. Alors, pourquoi une obligation? Donc, c'est un historique qui date du Grenelle de l'environnement et puis ensuite de la LTECV, puis qui s'est inscrit tout dernièrement en 2018 par le plan de rénovation énergétique des bâtiments qui avait été lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales. Donc, je passe très rapidement sur la part du bâtiment au niveau des enjeux et des consommations énergétiques et la part du tertiaire également dedans. Voilà, et puis voilà, on arrive tout de suite au cœur du sujet. Donc l'objectif, c'est effectivement de réduire les consommations énergétiques du parc tertiaire. Alors quand on parle du parc tertiaire, c'est dans sa globalité, l'ensemble. Donc c'est de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050 à partir d'une référence de 2010. Donc le principe, c'est d'améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments et effectivement, que les bâtiments soient plus respectueux de l'environnement et qu'il y ait une meilleure compréhension des consommations et des actions menées jusqu'à l'échelle d'un parc. Donc effectivement, c'est un enjeu crucial aujourd'hui avec l'augmentation du prix de l'énergie qui impacte tout le monde, mais notamment effectivement le secteur d'activité primaire, secondaire, mais aussi voilà, tertiaire, qui est le cœur du sujet aujourd'hui. Donc, qui s'inscrit voilà, effectivement progressivement, je vous avais parlé tout à l'heure du Grenelle de l'environnement, de la transition énergétique, et on a refondu complètement les principes législatifs dans le cadre de la loi Elan, donc, qui date du 23 novembre 2018, qui a été modifié sur quelques sujets, enfin l'article L174.1 qui a été modifié par la loi Climat et Résilience. Donc il y a un décret d'application qui date du 23 juillet 2019 qui a fait entrer le dispositif en vigueur à partir du 1er octobre 2019. Et puis ensuite est paru donc un arrêté du 10 avril 2020, dit méthode. Alors j'ai oublié, voilà, sur cette slide, excusez-moi, mais vous l'avez à la fin. Et que ce texte, cet arrêté de méthode a été modifié par un arrêté notificatif du mois de novembre 2020, dit valeur absolue 1, où il y avait quelques catégories d'activités qui bénéficiaient de valeur absolue. Ensuite, un arrêté relatif au report des échéances qui date du 29 septembre 2021 pour les premières remontées au 30 septembre 2022. Et puis, dernièrement, un arrêté du 13 avril, dit valeur absolue 2, qui a surtout, on va le voir tout à l'heure, apporté des éléments modificatifs concernant les dispositions relatives à l'ajustement des consommations en fonction des variations climatiques et aussi la modulation de l'objectif en valeur relative que je vais vous expliquer après dans le cadre d'un dossier technique de modulation. Donc ça, je passe rapidement sur climat et résilience. Alors, quels sont les bâtiments concernés? Donc, alors, qu'est-ce que le tertiaire? Parce que c'est effectivement la grande question au départ. Moi, la définition, donc il y a une définition de l'INSEE, mais il y a surtout cette définition économique que vous voyez en conclusion en gras, c'est le périmètre du secteur tertiaire, en fait, est défini par complémentarité avec les activités du secteur primaire, c'est-à-dire l'exploitation des ressources naturelles, et le secteur secondaire qui s'occupe de la transformation des ressources naturelles, donc c'est le secteur industriel, et donc tout le reste, voilà, constitue le secteur tertiaire. Alors l'assujettissement, donc les dispositions législatives ont voulu en fait un assujettissement assez large, donc qui concerne les bâtiments existants. Donc il y avait au tout début une référence à la date de publication de la loi Elan, mais enfin moi depuis le début j'ai lutté contre ça, mais bon. Et on a essayé dans plusieurs vecteurs législatifs à changer, à supprimer cette référence à cette date de publication. Donc ça s'est fait tout dernièrement, donc dans la loi climat et résilience. Et donc du coup, il n'y a plus du tout cette référence à cette date de publication de la loi Elan, et donc tous les bâtiments tertiaires sont concernés, que ce soit des bâtiments existants depuis longtemps, et les bâtiments neufs qui viennent d'être mis en exploitation, et ceux à venir.
Donc il y a un seuil de 2000 m² aujourd'hui, qui avait été aussi, il avait été proposé, pour ceux qui ont suivi un peu les débats, comment dire, de la Convention citoyenne sur le climat, qui avait une proposition de descendre le seuil à 500 m², qui aurait concerné essentiellement en fait les collectivités, avec l'intégration notamment des petites mairies, mais surtout des groupes scolaires, et puis le secteur du commerce qui aurait été plus impacté au niveau des commerces en pied d'immeuble. Donc ce seuil de 2000 m² s'applique à trois typologies en fait d'assujettissement. Tout d'abord, il y a les bâtiments totalement alloués à un usage tertiaire. Donc ça peut être une préfecture, un hôpital ou un centre commercial. Voilà. Le deuxième cas d'assujettissement, ce sont les parties de bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires. Donc ça peut être des bâtiments à usage principal de logement dans lesquels il y a des activités tertiaires, notamment des commerces en rez-de-chaussée et quelquefois des bureaux dans les étages. Et donc dans ce cas-là de mixité, on cumule les surfaces d'activités tertiaires, et dès lors que ça dépasse 1000 m², l'ensemble de ces activités sont assujetties. Et puis, dernier cas d'assujettissement, donc c'est l'ensemble des bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. Alors voilà, c'est toujours un peu délicat, effectivement. Au début, dans le texte législatif, on avait juste la référence à un site, mais comme il n'y avait pas de définition juridique, le Conseil d'État a rajouté la terminologie unité foncière. Donc ce sont effectivement des parcelles qui sont jointives et qui appartiennent au même propriétaire, qui définissent cette notion d'unité foncière. Donc le principe là, c'était ça concernait notamment, par exemple, des sites d'enseignement, que ce soit du primaire, de l'enseignement secondaire ou du supérieur, où vous pouvez avoir plusieurs bâtiments. Et puis aussi les sites industriels, puisque les sites industriels sont aussi concernés pour la partie tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est bureau, restauration interentreprise, éventuellement accueil petite enfance, et la logistique dans certains cas. Voilà, donc le principe, c'est toutes les catégories d'activités tertiaires sont concernées, que ce soit du secteur public ou du privé. Et il n'y a que de très rares exemptions. Donc ce sont les constructions provisoires, les lieux de culte, et puis au départ, les activités, donc ça c'était la directive cadre européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui le permettait, c'était d'exclure l'armée, enfin les services. Et donc on s'est limité en fait aux usages opérationnels à des fins de défense, c'est-à-dire suivre les actions en opération extérieure, et puis aussi tout ce qui est simulateur de vol ou simulateur de conduite d'engin qui ont pour bénéfice de réduire les consommations énergétique de kérosène ou de fuel gasoil. Et puis donc on a étendu ça à la sécurité civile et à la sûreté intérieure du territoire. Donc sur ce sujet-là, si vous voulez avoir des informations, je vous invite à aller voir la FAQ, la foire aux questions qu'il y a sur la plateforme de l'ADEME, la plateforme Opéra, où il y a plein d'éléments de réponse sur beaucoup de questions concernant ce dispositif. Vous voyez, il y a de nombreux bâtiments qui sont concernés, hein. Ça va du bureau au commerce, en passant par l'enseignement, l'établissement de santé, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, les salles de spectacle, les musées, etc., la logistique, les gares et aérogares. Les data centers, ils sont aussi, et les serveurs. Et puis, ça va jusqu'à la vente et l'entretien des véhicules. Et il y a un petit lien avec vos activités opérationnelles dans vos entreprises. Voilà, on va voir tout ça tout à l'heure. Donc, les principes du dispositif. Donc, comme je vous l'ai dit, pour répondre à l'objectif général de réduction par rapport des consommations d'énergie en valeur relative par rapport à une consommation du parc tertiaire de 2010, on a la même chose pour chaque entité fonctionnelle, donc chaque assujetti. Il dispose soit de cet objectif en valeur relative qui s'appuie sur une consommation de référence qui ne peut pas être antérieure à 2010. Et puis, il dispose également d'un objectif dit en valeur absolue qui est un objectif à atteindre par décennie et qui s'appuie sur une consommation d'énergie seuil. Alors, cette valeur absolue, elle est fixée pour chaque décennie en fonction de la catégorie du bâtiment, voilà, les bâtiments nouveaux de votre catégorie et les meilleures techniques disponibles, notamment au niveau des process, puisqu'on s'intéresse à l'ensemble des consommations énergétiques, pas simplement celles bâtimentaires, mais également les process. Et donc, c'est pour ça qu'on est sur ce qu'on appelle des consommations en énergie finale, c'est-à-dire ce que vous payez, c'est-à-dire ce qu'il y a sur vos factures énergétiques. Donc, le principe, c'est d'aborder cela avec une approche pragmatique et simplifiée sur la consommation réelle dans vos entités fonctionnelles. Donc là, pour illustrer le fait que vous ayez deux objectifs, vous n'avez pas de choix à formaliser. Vous disposez des deux objectifs, celui en valeur relative et celui en valeur absolue.
et vous allez selon votre situation, vous allez vous orienter vers l'un ou l'autre. Donc là, à titre d'exemple, on va considérer deux locaux assujettis qui sont voilà, similaires et puis dans la même région et qui sont de la même catégorie. Il y en a un qui est effectivement peu performant, donc il y a des consommations très élevées, c'est le cas numéro 1, qui lui va avoir en fait des objectifs de réduction par décile, moins 40, moins 50 et moins 60%, qui vont se retrouver au-dessus d'une valeur seuil que vous voyez ici à gauche, à l'horizon 2030. Et donc, il va s'orienter effectivement plutôt sur l'objectif en valeur relative. Néanmoins, la cible à atteindre, et sur laquelle vous aurez une notation, et on va le voir tout à l'heure, c'est l'objectif en valeur absolue. Donc, ils ont de la marge sous le pied et ils peuvent continuer. Voilà, pour ceux qui ont compris qu'ils ont tout intérêt à y aller parce qu'ils vont dégager, effectivement, ils vont dégager du bénéfice puisqu'ils auront moins de frais de fonctionnement. Et donc, du coup, il faut tendre vers cette valeur absolue. Alors que le second, qui lui est déjà très performant, parce que voilà, il fait attention à son exploitation, eh bien, lui, on ne va pas lui demander de faire du moins 40, moins 50, moins 60%, ce qui donnerait des valeurs bien en dessous de la valeur absolue. Et donc, il va s'orienter naturellement vers l'objectif en valeur absolue. Les leviers d'action. Le principe alors, du dispositif, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des leviers d'action. Ce n'est pas simplement comme c'était mis dans la loi Grenelle, c'est-à-dire de faire des travaux de rénovation énergétique, parce que de faire des travaux, c'est une chose, mais derrière, il faut que les bâtiments soient réglés et surtout qu'ils soient bien exploités et puis qu'il y ait des usages économes en énergie. Ce qu'on vise à travers éco-énergie tertiaire, on prend en compte, on va le voir tout à l'heure, effectivement, le contexte économique et votre volume d'activité, mais on vise la sobriété énergétique. Voilà. Et donc, on s'appuie sur l'ensemble des leviers d'action. Donc, effectivement, la performance énergétique des bâtiments en premier, mais il y a aussi l'installation d'équipements performants et des dispositifs de contrôle et de gestion actifs qui permettent d'une part d'avoir des consommations énergétiques le plus faibles à la cause d'équipements performants, et le contrôle et la gestion active, c'est de repérer des anomalies très rapidement et de les corriger pour éviter des surconsommations. Il y a aussi les modalités d'exploitation des équipements. Alors là, je m'adresse plutôt aux entreprises de maintenance, de chaufferie par exemple, etc., ou de centrales de traitement de l'air, ou de dispositifs de climatisation, où là, il ne faut pas simplement qu'ils se satisfassent de vérifier que l'équipement fonctionne, mais c'est aussi de le régler à son rendement optimum et de l'entretenir. Parce que effectivement, si vous ne nettoyez pas une chaudière ou si vous ne nettoyez pas les condenseurs d'une série de climatisation, eh bien, vous avez des consommations d'énergie qui peuvent être générées de l'ordre de 7 à 10%. Et donc, il faut qu'ils fassent vraiment leur travail. Il y a bien sûr aussi comme quatrième levier d'action l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie, donc c'est plus la densification. Et puis il y a le comportement des occupants, hein. Voilà, c'est très simple, c'est éteindre son ordinateur, c'est éteindre la lumière quand on n'est pas là, c'est toutes ces choses. Et puis avoir du réduit effectivement lorsque le bâtiment n'est pas en exploitation. Ça a un cadre de dispositif qui est quand même souple, puisqu'on prend en cas, on a des possibilités de modulation, donc il y en a 3 types. Donc là, j'ai suivi le cadre réglementaire. Donc le premier, c'est le changement d'activité ou l'évolution. Non, je suis désolé, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est l'inverse. Là, justement, il y a des choses qui sont automatiques, c'est-à-dire le changement d'activité ou l'évolution du volume d'activité. Donc on prend en compte effectivement votre volume d'activité, hein. Plus vous allez avoir une activité qui soit importante, et bien effectivement vos consommations d'énergie vont aller de pair, et donc on prend ça en ligne de compte. Et donc ça, c'est modifié de façon automatique sur la plateforme Opera, simplement en renseignant des indicateurs d'intensité d'usage. Voilà, à titre d'exemple, je vous donne ceux des bureaux, c'est le taux d'occupation, l'amplitude horaire, la surface utile par poste, et ça se fait de manière automatique. Par contre, il y a 2 autres modulations qui font l'objet d'un dossier technique. C'est celle qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, et la seconde, c'est la disproportion économique. Et donc, je vous renverrai vers le texte réglementaire, tout est précisé à l'article 7, avec une attention particulière qu'il faut avoir sur la disproportion économique, puisque cette déclaration doit être faite 5 ans maximum après la première échéance de remontée des consommations. Ce qui fait que là, avec le décalage qu'on a fait au 30 septembre 2022, ça reporte effectivement ces déclarations pour disproportion économique pour la première décennie au 30 septembre 2027, et puis pour les secondes,
en septembre 2037 et en septembre 2047. Donc pour tout ça, on a effectivement, alors fixer des objectifs, c'est une chose. Après, faut les suivre parce qu'on est quand même en France. Si on attend la décennie et voir ce qui se passe à la fin de la décennie, il y a tout lieu de penser que rien n'aurait été fait. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs sur le Grenelle, puisque les rénovations énergétiques des bâtiments tertiaires, il n'y en a pas eu beaucoup, puisque l'échéance, normalement, c'était en 2020. Donc, le principe, c'est effectivement d'avoir un suivi, mais voilà, cette plateforme de suivi de mobilisation de la filière, elle se veut être tout d'abord un outil utile pour les assujettis, c'est-à-dire qui s'intéressent à leur consommation énergétique et qui les suivent et qui comprennent ce qui se passe. Donc le principe, c'est d'avoir une remontée annuelle des consommations énergétiques par les assujettis, donc avec une date butoir qui est récurrente chaque année, c'est le 30 septembre, et puis commencer à suivre les consommations d'énergie à partir de 2020. Alors effectivement, le Covid étant passé par là, les années 2020 et 2021 ne sont pas représentatives, et c'est pour ça que 2022 est considéré comme une année d'apprentissage du dispositif éco-énergie tertiaire. C'est renseigné, et Emerson Caban vous l'expliquerait tout à l'heure, plus en détail, mais c'est créer vos entités fonctionnelles, et puis c'est faire l'exercice sur les consommations 2021 et 2020 si vous étiez en exploitation, et surtout identifier la consommation de référence. Donc la plateforme de suivi de mobilisation, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle définit d'abord la situation de référence qui vous permet de définir déjà votre objectif en valeur relative. Le cas échéant, c'est de justifier des éléments qui permettent de moduler les objectifs. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, soit de manière automatique pour le volume d'activité, et les autres, c'est par la constitution d'un dossier technique que vous ne verserez pas sur votre plateforme Opera, mais par contre vous remplirez à l'appui de ce dossier technique un fichier où il y a des informations sur les caractéristiques bâtimentaires et de vos équipements, qui sont des données statistiques sur lesquelles on pourra effectivement vérifier si vous êtes dans une courbe enveloppe, une épure, où on peut valider de manière implicite votre modulation, ou identifier effectivement un écart qui peut être justifié par ailleurs, et c'est là que les agents chargés du contrôle pourront vous demander éventuellement de leur fournir un dossier technique pour qu'on le vérifie. La plateforme, elle a surtout pour objectif de suivre vos consommations d'énergie et de vous faire une attestation, de vous fournir une attestation annuelle chaque année, avec donc un ajustement de vos consommations énergétiques en fonction des variations climatiques qui est fait automatiquement à partir des données Météo France, donc les degrés jour unifiés base de 18 degrés. Et puis, vous pourrez effectivement chaque année, en fonction de votre volume d'activité, qui peut baisser et qui peut remonter, c'est de renseigner vos indicateurs d'intensité d'usage pour que vous vérifiez bien effectivement l'impact de votre volume d'activité sur vos consommations d'énergie. Et puis donc seront mises en place en 2023 effectivement et Emerson vous expliquera des API, en fait des outils d'interopérabilité avec des outils de suivi de consommation des assujettis qui viennent de sociétés privées ou développés en interne par certaines sociétés. Donc le principe de cet outil, c'est un outil de mobilisation et de comparaison pour l'ensemble de la filière, puisque la plateforme Opera pourra permettre de faire de l'analyse statistique anonymisée, et tout le monde pourra accéder à ces fonctionnalités pour voir, par exemple, quels sont les résultats du secteur bureau au niveau national, régional ou départemental. Voilà. Le calendrier, on va en parler rapidement. Donc, vous voyez, il y a plein de textes qui sont parus depuis. Le dernier, c'est l'arrêté valeur absolue 3 qui est publié depuis le 13 avril 2022. Et il nous reste un dernier arrêté à produire. Alors voilà, c'est un dispositif qui est évolutif et souple. C'est pour ça que toutes les valeurs absolues sont définies dans les annexes d'un arrêté. Et on peut éventuellement les modifier. Donc, donc l'objectif, c'est qu'on produise dans le courant du second semestre 2022, mais c'est plutôt au début du dernier trimestre 2022, effectivement, les valeurs absolues pour le reste des activités qui n'en disposent pas aujourd'hui, et sur l'ensemble du territoire, qu'il soit métropolitain ou dans les territoires des DOM. Donc ça, c'est Horizon, donc normalement une consultation publique qui devrait avoir lieu d'ici la fin septembre, début octobre. Donc voilà, 2022, année d'apprentissage, c'est déjà se mettre en ordre de marche. Et puis lorsqu'il y a des relations propriétaires preneurs à bail, c'est effectivement d'engager un dialogue
pour déterminer la répartition des rôles entre toutes les parties prenantes, et puis dans la déclaration d'entité fonctionnelle assujettie. Ensuite, c'est aussi le moment de faire un recensement du patrimoine et délimiter le parc qui est concerné au niveau de l'assujettissement, lorsque vous êtes notamment un groupe. Récupérer des données de consommation des bâtiments, choisir votre année de référence, donc c'est 12 mois consécutifs qui peuvent être licents, ça peut être une année calendaire du 1er janvier au 31 décembre, mais ça peut être pour ceux qui font notamment du RSE, à être une année licente qui est constituée de 12 mois consécutifs. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer votre compte sur Opera et de saisir vos consommations 2021 et 2020 à titre d'exercice, mais surtout la consommation de référence sur lequel d'ailleurs vous pourrez vous pourrez la changer en 2022 si ce n'est pas une année pleine d'exploitation, notamment pour ceux qui ont commencé leur activité en 2021, qui a quand même été touché par le Covid, ce qui fait que c'est pas une année complète d'exploitation, et donc ils pourront la changer et déclarer que c'est 2022. Voilà. Et puis donc après, vous pourrez aussi élaborer votre plan d'action à l'échelle du local, du bâtiment ou de votre patrimoine à l'appui de toutes ces données que vous aurez collectées. Donc la plateforme, elle se veut être un lieu de capitalisation de vos données. Donc, année de référence, comme je viens de vous le dire, il y a un droit à l'erreur. Donc, il y a une norme pédagogique, régulation permise sans sanction, il n'y a pas de souci. Par contre, la modification n'est permise qu'une seule fois. Et donc, pour rappeler un peu ce qui est modifiable chaque année, ce sont effectivement les surfaces et les répartitions des surfaces dans ce qu'on appelle, nous, les sous-catégories, qui sont des zones fonctionnelles, où en fait, il y a une consommation homogène sur ces surfaces. Et puis, donc, vous pouvez choisir vos sous-catégories d'activité et les modifier chaque année. Juste un principe par rapport au seuil des 1000 m². Si par exemple il y a une activité, notamment en multi-occupation dans un bâtiment à usage mixte, et où il y a une activité tertiaire qui disparaît et qu'on descend en dessous du seuil de 1000 m², eh bien toutes les entités fonctionnelles qui étaient assujetties par ce seuil restent assujetties, même si le seuil passe de 1000 m², par exemple, à 800 m². Et toute nouvelle activité tertiaire, admettons par exemple sur le cas, je viens de vous dire, en 800 m², et qu'il y a une activité de 100 m² qui vient, eh bien, elle deviendra assujettie également. Donc, c'est le principe d'égalité et d'équité de traitement. Alors, passer à l'action, pourquoi et comment tout d'abord, c'est un enjeu de compétitivité et d'excellence. Donc, effectivement, je pense que vous l'avez bien compris, c'est que Éco-Énergie Tertiaire, c'est un dispositif qui vise à lutter contre le changement climatique. Mais c'est aussi ça constitue un accélérateur de l'efficacité énergétique, donc améliorer la performance des bâtiments. Et je le rappelle encore une fois, j'aurais peut-être dû le mettre en gras, ce qu'on vise, c'est effectivement la sobriété énergétique par l'évolution des usages des activités tertiaires. Et que ça profite également au secteur industriel, notamment dans toutes les réflexions que ça va mener. Donc il y a effectivement des réflexions stratégiques, une tendance de fond soutenue par la réglementation éco-énergie tertiaire, donc c'est la prise de conscience collective. Avoir des usagers, donc c'est sensibiliser les usagers, donc c'est vos salariés, mais aussi voilà, quand on est dans le secteur du commerce, ce sont les clients, donc à ces enjeux-là, et puis une volonté de changement reflétée par un monde plus respectueux de l'environnement. Ceux qui ne sont pas effectivement sensibles à ces aspects environnementaux et stratégiques, souvent c'est plutôt du côté financier qu'on peut les toucher. Donc voilà, au-delà de ce risque réglementaire, il y a un véritable risque financier, on le voit bien aujourd'hui avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et donc, c'est de diminuer vos coûts d'exploitation, donc avoir une vraie maîtrise de vos consommations énergétiques. Et puis, c'est surtout, au niveau de vos actifs, éviter d'avoir une perte de votre valeur de vos actifs et aller par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui des actifs verts. Donc, c'est tout ce qui est, comment dire, l'annexe environnementale. Donc, voilà, c'est tout à fait le lieu justement du dispositif, c'est de développer cet aspect de valorisation des actifs. Puis d'un point de vue opérationnel, eh bien, Éco-Énergie Tertiaire, très clairement, c'est un vecteur de réflexion et d'innovation. Donc l'idée, c'est de rechercher des solutions efficaces. Donc, et donc du coup, le domaine de l'ingénierie est mis comment dire, en avant sur ce sujet, et puis aussi au niveau des innovations industrielles.
Donc, voilà, au niveau opérationnel, bah, c'est aussi collecter des données, c'est vraiment suivre les activités tertiaires, et puis c'est embarquer voilà, l'ensemble des occupants dans ces réflexions. C'est un enjeu de compétitivité et d'excellence, puisque les diminutions de budget de fonctionnement génère forcément une augmentation de votre marge bénéficiaire et la possibilité de réinvestir sur l'amélioration de vos process. Donc il y a des effets économiques induits qui vont avoir des effets directs sur votre compétitivité. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, le développement, les réflexions qui sont menées et qui amènent à de développement de solutions de techniques innovantes sont une opportunité aussi pour les industriels français de développer de nouvelles technologies, de prendre de l'avance sur le marché au-delà de nos frontières. Et donc, voilà, c'est un enjeu de compétitivité et d'excellence pour les entreprises françaises. Donc, il faut vraiment mettre à profit ce dispositif, puisqu'on avance sur le sujet par rapport à nos collègues européens, et puis même au niveau international. Donc, n'ayons pas à rougir de cela et avançons rapidement, parce qu'on est vraiment au pied du mur, si ce n'est pas déjà dedans. Donc, passer à l'action et avancer pas à pas, bah, c'est effectivement identifier votre patrimoine, recueillir des données, hein, donc c'est les surfaces de plancher, identifier le périmètre de mutualisation. Ça, c'est notamment pour tous ceux qui sont dans des holdings ou des groupes. Donc, c'est identifier votre périmètre. Il peut être national, il peut être régional, départemental. Ça, c'est selon votre politique de management. Clarifier vos obligations entre propriétaires et locataires lorsqu'il y a effectivement ce lien. Donc, il faut vraiment engager un dialogue et puis qu'il soit, voilà, qu'on y revienne de manière régulière, au moins tous les ans, pour voir un peu ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Établir un diagnostic, effectivement, sommaire ou détaillé, donc quelquefois de mettre en place des campagnes de mesure. Donc il y a une autre réglementation qui est relative au système de gestion active, là, les BACS, les Building Automation Control System, qui permet justement aussi de remonter de la donnée et faire la campagne de mesure. Puis après, effectivement, bah, c'est élaborer vos plans d'action, identifier ce que vous pouvez faire, clarifier le rôle de chacun, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a des relations propriétaires-preneurs à bail, et puis fixer des échéances prévisionnelles. Comme ça, lorsque vous avez des changements de bail, des choses comme ça, eh bien, le repreneur ou le potentiel acquéreur, si c'est une vente, bah, sait où en est le bâtiment et ce qui reste à faire. Voilà. Ensuite, c'est identifier effectivement, alors c'est mis le cas échéant rouge, c'est identifier éventuellement effectivement vos contraintes architecturales ou patrimoniales. Si vous êtes par exemple dans des immeubles haussmanniens, quand on parle de musée, bah, c'est un bâtiment historique, on peut pas effectivement l'isoler par l'extérieur, ces choses-là. Donc il y a effectivement des contraintes qu'on prend en compte et sur lesquelles vous pouvez faire un dossier technique pour moduler votre objectif en valeur absolue qui va de facto, via une formule de mathématiques, moduler votre objectif aussi en valeur relative. Et puis après, bah, déployer, suivre votre plan d'action. Les gages de réussite, bah, c'est suivre effectivement ce principe d'amélioration continue. Alors ça, c'est notamment pour les entreprises qui sont déjà assujetties au diagnostic grande entreprise. Et puis certains d'entre eux sont exonérés de faire des audits s'ils sont rentrés dans une démarche ISO 50001. Bah, le principe, c'est ça, c'est avoir une direction qui est impliquée, une implication plus près du personnel, donc qui ont accès aux résultats parce qu'il faut les motiver. Et ce que j'ai rajouté, alors ça c'était, voilà, je l'avais fait dans le cadre d'une présentation il y a plus de 2 ans à la FEP. Donc les entreprises qui sont cotées au CAC 40, il y en a peut-être autour de la table aujourd'hui, c'est effectivement, il y a des actionnaires derrière, mais si vous demandez à vos salariés de faire des efforts, bah, la moindre des choses, c'est qu'il y a un juste retour vers le personnel qui s'est impliqué, notamment déjà au niveau communication, motivation, mais aussi avoir de l'amélioration des conditions de travail et de confort dont ils bénéficient par rapport à ce que vous avez pu dégager au niveau de vos crédits de fonctionnement. Parce que sinon, si vous n'avez pas de juste retour, ça s'épuisera sans nul doute. Alors, la plateforme est de suivi, là, je vais passer rapidement les grands principes, on l'a dit, l'attestation, l'interopérabilité, tout ça, Emerson vous l'expliquera. Alors, par contre, ce qui est important, voilà, c'est qu'il y a un affichage des résultats annuels auprès des salariés et du public, et qui s'appuie notamment sur la notation éco-énergie tertiaire. Donc, le principe, c'est on part de votre consommation de référence et on met une droite de tendance qui rejoint la valeur absolue, qui est la valeur commune au sein d'une même catégorie d'activité, hein, modulo bien sûr les modulations en fonction du volume d'activité.
et vos contraintes techniques, architecturales et patrimoniales. Et donc, une fois que vous avez cette droite de tendance, on fait une courbe enveloppe de plus 10, moins 10%, qui s'amenuise forcément plus on se rapproche de la fin de la décennie, et donc de l'objectif en valeur absolue. Et donc, le principe, eh bien, c'est vous avez une feuille grise lorsque votre consommation est supérieure à votre consommation de référence sans justificatif. Une feuille orange si vous baissez vos consommations, mais qui ne sont pas dans la courbe enveloppe, c'est-à-dire au-dessus de la courbe enveloppe. Quand vous êtes dans la courbe enveloppe, vous avez une feuille verte. Quand vous êtes en dessous de la courbe enveloppe, vous avez 2 feuilles vertes. Et quand vous avez atteint l'objectif en valeur absolue, déjà, et là, vous avez 3 feuilles vertes. Donc, les obligations, il y en a de 2 ordres, donc c'est remonter vos consommations annuelles et la deuxième, c'est l'atteindre, l'un des 2 objectifs, à l'horizon de chaque décennie. Donc, il y a un principe, donc au début, on n'avait pas prévu de système de sanctions. C'est le législateur qui là, j'ai pas été prudent au moment des amendements, à l'Assemblée nationale. J'aurais dû demander, aux députés, enfin de préciser quel type de sanctions financières ils voulaient. Et donc, comme c'est passé, alors qu'on avait mis un avis défavorable, eh bien, il a fallu qu'on prépare des sanctions. Et les sanctions qu'on a mis en place, ce sont des sanctions de 5e catégorie. C'est vraiment au bout du bout. C'est lorsque vous n'avez pas rempli vos obligations d'atteindre l'un des objectifs, on vous demande de faire un plan d'action. Et si vous ne remettez pas votre plan d'action, enfin votre programme d'action, eh bien là, il y a des amendes administratives qui sont de 1 500 € pour les personnes physiques et 5 fois ce montant pour les personnes morales. Donc ça fait 7 500. Et il y a surtout le name and shame, c'est-à-dire que si vous ne remontez pas vos consommations d'énergie annuelles, eh bien, après mise en demeure, restez sans effet au bout de 3 mois, eh bien, il y a une publication des sociétés correspondantes qui n'ont pas répondu à leurs obligations sur un site de l'État. Voilà. Petit d'accompagnement. Alors ça, je vais passer très rapidement, vous le verrez parce que je préfère aller aux questions. Donc il y a plein d'outils qui sont mis à disposition sur la plateforme Opera, en fait, qui est le lieu on met tous les éléments, les documents ressources. Donc vous avez des FAQ, des guides, des modules. Donc vous voyez ici, il y aura des modules d'information de décryptage qu'on va commencer à enregistrer à partir du mois prochain. Il y a des ateliers de l'IFPEB qui sont déjà, il y en a déjà 3 qui sont disponibles. Voilà, il y a des outils d'animation. Donc là, c'était justement une petite diapo sur les outils que développe l'IFPEB avec nous. Je passe dessus. Les modules d'information décryptage, c'est les 10 modules qu'on va enregistrer qui seront sous un format vidéo avec des séquences. Ce qui fait que, grosso modo, ils auront un format de 20 à 30 minutes. Ça vous permettra de vous acculturer vraiment complètement. L'idée, c'est d'aller vraiment au plus profond sur chaque sujet. Et voilà, et de ne vous mobiliser que sur 20 à 30 minutes, voire même 5 minutes, si vous voulez voir juste une séquence dans un module. Des ressources complémentaires, vous avez des webinaires, des fiches de décryptage qui ont été faites par notamment le CEREMA. Donc vous avez les liens pour aller voir ça. Je vous ai mis également une diapo avec toutes les références réglementaires. Et puis alors voilà, je voulais aborder ce sujet-là, c'est les entreprises de TP. Donc vous êtes a priori concernés, notamment pour les sièges des groupes, quelquefois, qui ont des crèches, il y a de l'accueil petite enfance, mais il y a surtout bureaux et services publics. Vous pouvez avoir de la logistique, ça c'est plutôt au niveau des entreprises de TP. La restauration inter-entreprise, ça je pense que c'est plutôt au niveau des sièges des groupes. Il y a certaines sociétés TP qui sont concernées par les métiers du stationnement, donc certains d'entre vous, donc c'est une catégorie d'activité. Et puis les questions, je sais qu'on avait eues par la FNTP, c'est effectivement les ateliers de maintenance et de réparation des matériels. Donc c'est notamment pour les sites des entreprises et les sites d'entretien des routes et autoroutes, enfin notamment autoroutes concédées, qui peuvent être concernés par certains groupes du TP. Et donc là, je vous invite à aller voir la FAQ, donc, qui est disponible sur la plateforme Opera, avec notamment la FAQ A20 et A21, qui parlent effectivement des ateliers de maintenance et puis des sites d'entretien des routes et autoroutes. Et puis donc, il y a des activités, notamment pour l'entretien des véhicules, qui s'appuient notamment sur les concessionnaires. Là, c'est les véhicules utilitaires et industriels, mais tout ce qui est atelier de maintenance, c'est une sous-catégorie qui est dans cette catégorie
vente et services véhicules utilitaires et véhicules industriels. Et puis, il y a potentiellement quelques groupes qui travaillent sur les aéroports, transport aérien de voyageurs, donc qui peuvent vous concerner. Une petite dernière diapo avant de passer aux questions, c'est qu'effectivement, moi qui ai travaillé pendant plus de 30 ans dans le TP, en tant que maître d'œuvre et puis conducteur d'opération, j'ai bien identifié que le monde de TP peut, grâce à son expérience, apporter un soutien à la mise en œuvre des actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments tertiaires, notamment sur les zones d'activité, hein, puisqu'on peut mutualiser effectivement sur ces espaces-là où on a quand même des espaces qui sont libres, par exemple, tout ce qui est relatif au rafraîchissement des bâtiments en faisant des puits canadiens qui pourraient très bien être partagés par plusieurs bâtiments et limiter effectivement les consommations, notamment par exemple énergétiques au niveau de la climatisation, et de passer plutôt par des technologies de ce type-là, et donc de mettre en place ces puits canadiens, notamment avec des micro-tunneliers ou voilà, des équipements de fonçage, forage, etc., qui sont régulièrement utilisés dans le monde du TP. Il y a aussi l'aménagement extérieur des bâtiments, puisque il y a les apports solaires, donc il faut les limiter. Donc, ne pas faire comme à la Défense où c'est très minéral, c'est limiter l'imperméabilisation et limiter aussi les apports solaires, donc limiter les îlots de chaleur. Et puis, il y a tout le sujet de la récupération des eaux pluviales. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse, éco-énergie tertiaire, à l'énergie. Demain, il y a de fortes chances qu'on s'oriente aussi, comme la NEC environnementale, aussi vers les consommations d'eau et la gestion des déchets. Et donc, la récupération des eaux pluviales, c'est un domaine que voilà, certaines entreprises de TP connaissent bien et sur lequel ils pourront apporter de l'appui aux assujettis. 30 ans pour l'efficacité énergétique et portant sur l'enveloppe, donc isolation plus voilà, les menuiseries. 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements bâtimentaires, c'est-à-dire tout ce qui est chauffage, climatisation, etc., etc. Et 6 ans pour la mise en place des systèmes de gestion active. Voilà. Pour le reste, sur les process, on ne met pas du terrain, puisque les process, c'est votre affaire, c'est l'affaire des activités tertiaires, et on n'est pas légitime à mettre des temps de retour sur investissement sur ces équipements-là. Bonjour à tous, je m'appelle Emerson Cabane, je suis chef de projet Opéra au service bâtiment de l'ADEME. Et après la présentation là, sur plutôt la partie réglementaire, je vais vous dresser un petit rappel déjà de ce qu'est la plateforme Opéra, de ce qu'elle permet et permettra de faire, et de voir aussi un petit état des lieux de la situation d'aujourd'hui, de 2022. Donc juste en guise d'introduction, pour rappel, donc Opéra, c'est l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du secteur tertiaire. Et il y a 3 principales visées. La première, et c'est peut-être la plus importante pour l'année dans laquelle on est, l'année 2022, c'est tout d'abord qu'elle puisse accueillir les données que les assujettis doivent déclarer. Donc, que ce soit les déclarations du patrimoine assujetti, des consommations, demain sur les dossiers techniques de modulation des objectifs, etc. Ça, c'est la première visée de la plateforme. La deuxième, c'est d'être le lieu aussi de la vérification de l'atteinte des objectifs. Ça se traduira par la production d'une attestation annuelle de conformité aux exigences. Et aussi, Opéra sera le support pour les agents de l'État pour qu'ils puissent effectuer les contrôles qui porteront dans un premier temps sur l'exhaustivité du remplissage des données. Est-ce que les assujettis qui devaient déclarer l'ont fait? Et est-ce que les déclarations ont été correctement faites? Et à terme, aux différents jalons, 2030, 2040, 2050, on vérifiera aussi que les objectifs sont atteints, ou que, s'ils ne sont pas atteints, qu'il y a tous les justificatifs, les plans d'action qui ont bien été enclenchés. Et enfin, la troisième visée de la plateforme, c'est d'être aussi un lieu de diffusion, de valorisation de toutes les données collectées. Parce que c'est vrai que le point de départ là, de l'application du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est vraiment le point de départ d'un gisement de données absolument unique là, sur le secteur tertiaire. Et donc, les données seront anonymisées, agrégées et seront mises à disposition pour tous, que ce soit de la restitution statistique. Par exemple, je veux savoir quel secteur d'activité consomme combien en fonction des localisations géographiques, ou alors la mise en open data de certaines données brutes, c'est des choses qui seront possibles. Et donc,
Pour faire simple aussi, pour voir un peu l'utilité, parce que c'est ça avant tout Opera, c'est je suis assujetti ou je ne le suis pas, c'est tout à fait possible. Je renseigne, je m'intéresse à mes consommations, je les renseigne. La plateforme me donne deux objectifs, donc une trajectoire à atteindre, et je peux immédiatement me comparer par rapport à la moyenne du parc, de mon activité ou de ma géographie. Donc voilà, je peux de suite savoir si mes consommations, je suis plutôt dans le haut du panier, on va dire, des consommations, ou plutôt déjà performant pour me permettre de me situer. Donc voilà, pour schématiser un peu à quoi va servir la plateforme Opera. Sur un avant-propos aussi sur l'année 2022 qui est particulière à plusieurs niveaux, hein, à plusieurs égards, parce que c'est vraiment une année d'apprentissage, parce que c'est la première année de remontée de données sur Opera. Et je rappelle qu'il y a l'échéance du 30 septembre 2022 où on peut avoir, selon le cas, jusqu'à 3 déclarations à effectuer. Les déclarations de l'année 2021, les déclarations de l'année 2020, si on était présent en 2020, et éventuellement, si on était présent encore avant et qu'on souhaite déclarer une année de référence sur la période 2010-2019, il y a également cette date du 30 septembre pour effectuer cette déclaration. Mais voilà, il y aura de la souplesse, enfin, il y a de la souplesse, il y a certaines modalités pour simplifier le remplissage. Si on ne connaît pas, par exemple, toutes les consommations exactement sur la période, il est possible de procéder dans un premier temps à une reconstitution des données à déclarer sur la base d'autres périodes, voilà, si ça dépasse un petit peu. Donc, il y a des modalités de souplesse. Il y aura le droit à l'erreur, comme ça l'a été rappelé. Si voilà, je me rends compte, y compris après la date du 30 septembre, que j'ai pas déclaré la bonne consommation au bon endroit, il sera possible de revenir après coup encore pendant quelques temps sur sa déclaration. Donc voilà pour ça. Ça concerne aussi, comme je l'ai dit, 2022, la remontée de données des consommations 2021 et 2020, qui ne sont pas représentatives du fonctionnement normal des bâtiments, avec probablement des secteurs d'activité en raison de la crise sanitaire qui consomment un peu moins que le fonctionnement nominal, et d'autres secteurs d'activité qui ont consommé un peu plus. Et c'est pour ça que ces 2 années-là, les textes prévoient qu'ils n'engendreront pas d'attestation annuelle. 2022, c'est aussi l'année la plus chargée en termes de saisie, parce que c'est un peu là où tout commence sur Opera. Si on est assujetti, on doit à la fois s'inscrire, déclarer le patrimoine assujetti, déclarer des consommations, et éventuellement plusieurs années. Et une bonne partie de la charge de travail qui est demandée cette année-là ne sera pas reportée sur les années suivantes. Par exemple, le parcours d'inscription, il n'y aura pas lieu de le refaire. Si le patrimoine n'a pas changé, il n'y aura pas lieu de le refaire non plus. On pourra simplement faire la déclaration de l'année suivante en éventuellement réutilisant aussi certaines données déclarées des années précédentes. Par exemple, l'activité, si j'avais, je dis un exemple, 5000 m² de bureau en 2021 et que je souhaite, j'ai pas eu de changement, il sera possible de réimporter l'activité d'une année sur l'autre pour vraiment simplifier au maximum la saisie pour les années suivantes. Et aussi 2022, c'est une année assez importante parce que c'est la première année où on peut vraiment avoir des retours utilisateurs sur l'interface, sur les fonctionnalités qui sont très pratiques, celles qui sont pas présentes et qui sont souhaitées. Donc nous, on est vraiment très en alerte là pour améliorer la plateforme et en particulier les fonctionnalités déclaratives dans un premier temps parce que c'est la priorité bien sûr de l'année 2022. Concernant là, le planning de déploiement prévisionnel là, des différentes fonctionnalités de l'application, on a passé un jalon important au 1er janvier 2022 qui permet à la très grande majorité des assujettis de n'avoir aucun frein pour effectuer ces déclarations de patrimoine assujetti. Donc le terme technique, c'est entité fonctionnelle. Donc ça, c'est possible depuis le 1er janvier. Les assujettis peuvent également déclarer leurs données de consommation avec une petite subtilité sur la déclaration de l'activité qui doit être encore précisée. Et là, pas plus tard qu'aujourd'hui, on va avoir une implémentation d'une multitude de catégories, sous-catégories d'activités qui ont été validées et qui sera possible de renseigner. Et également, depuis avril 2022, il est également possible d'effectuer ces données de référence. Donc, on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura quasiment plus aucun frein pour effectuer vraiment les 3 déclarations attendues au 30 septembre 2022. Mais qu'une très grosse partie du travail peut déjà être faite depuis le 1er janvier. Sur le mode opératoire qu'il est préconisé d'adopter, pour résumer, on peut dire qu'il est vraiment conseillé d'y aller en plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, c'est d'avoir, si on ne l'a pas déjà eu à ce jour, un premier contact avec Opera pour se familiariser avec l'interface, se connecter, s'inscrire.
Essayer d'effectuer une déclaration d'entité fonctionnelle, donc de patrimoine assujetti, pour voir les informations qui sont demandées. Essayer d'effectuer une déclaration de consommation, parce que Opera est conçu de telle sorte que toutes les déclarations peuvent être modifiées et supprimées. Donc, il n'y a vraiment pas de risque à vouloir faire des essais. C'est vraiment ce qui est conseillé pour démarrer, bien sûr, en supprimant les déclarations après s'il s'agit de tests. Hein. Mais il est possible de faire des essais sur la plateforme. Ensuite, le deuxième temps, c'est peut-être il va peut-être y avoir un petit temps d'acculturation pour certaines données. Donc là, il y a plein de ressources disponibles. Et il y a également aussi certaines données quand on est dans une situation propriétaire-preneur à bail qui nécessite d'être concerté entre le propriétaire, le preneur à bail et dans certains cas, l'association de copropriété. Par exemple, quand on est dans un bâtiment en multi-occupation, il y a certaines données qui doivent être concertées à l'échelle de la copropriété. Donc ça, c'est peut-être le deuxième temps. Et ensuite, jusqu'au 30 septembre, on peut venir effectuer ces déclarations progressivement. Voilà, il n'est pas obligatoire de commencer et de terminer le travail au même moment sur Opera. On peut très bien commencer une déclaration de consommation, renseigner les quelques informations qu'on a à l'instant T, mettre le travail ensuite en suspens et venir quelques semaines, quelques mois plus tard pour enrichir les consommations jusqu'à ce qu'elles soient complètes au 30 septembre. Et c'est aussi intéressant de faire comme ça parce que là, voilà, on améliore, on continue. Depuis le début d'année, on a apporté un certain nombre d'améliorations qui nous ont été soufflées pas par des utilisateurs, pas par des assujettis. Et donc, on va continuer comme ça et probablement que les fonctionnalités disponibles demain seront plus conséquentes que celles d'hier. Donc, avec un maximum de facilité de remplissage au fil du temps. Sur les supports disponibles, on a depuis le 1er janvier, il a été récemment un peu revu pour avoir une ergonomie un petit peu améliorée, un guide utilisateur de prise en main de la plateforme. Je précise de suite, la lecture de ce guide, elle n'est pas du tout obligatoire pour effectuer ces déclarations. On a essayé de faire en sorte que Opera soit au maximum autoportante, hein, mais on sait que voilà, en cas de besoin, si je bloque sur une fonctionnalité ou que je souhaite en savoir plus, on sait, c'est bien de savoir que ce guide existe et de savoir qu'on peut s'y référer pour savoir comment utiliser une fonctionnalité, à quoi ça sert, etc. Donc, il est vraiment à voir un peu comme le mode d'emploi d'un matériel. Voilà, on lit pas forcément le mode d'emploi avant de l'utiliser. On essaie d'utiliser et puis, en cas de problème, on sait qu'on peut s'y référer pour trouver des explications. On va augmenter là ce guide très prochainement avec une vidéo de démonstration. Donc là, ce sera un petit peu bon, il y aura moins d'informations dans le guide naturellement parce qu'on veut que ça reste dans un temps convenable, mais cette vidéo, elle va faire à peu près une demi-heure et on va balayer tout de A à Z sur Opera. Où voilà, c'est la première fois que je viens sur Opera. Comment je fais depuis l'étape de l'inscription jusqu'à l'étape de réalisation des déclarations de consommation, et on va balayer ça en une demi-heure pour traiter à partir d'un exemple concret des déclarations vraiment de A à Z. Et après, on aura, dans la suite de l'année 2022, des tutoriels vidéo qui seront plus ciblés, un peu plus exhaustifs que la vidéo de démonstration et qui viendront expliciter vraiment plusieurs cas dans les parcours clés, comment déclarer une entité fonctionnelle dans différentes situations, comment déclarer des consommations dans différentes situations, etc. Et je précise aussi que si les ressources existantes et la FAQ ne permettent pas de répondre à vos questions, il est toujours possible de contacter une assistance support dont les coordonnées se trouvent dans l'onglet Contact d'Opera. Ça l'a été dit, mais je préfère repréciser, il y a deux moyens pour effectuer les déclarations attendues en 2022. Le premier qu'on appelle interface machine, donc c'est vraiment le fait de réaliser ces déclarations écran après écran sur le site internet Opera. Donc, et le deuxième mode opératoire, que l'on appelle import de fichiers, c'est là si on est dans une situation où on a beaucoup de déclarations à faire et on a toutes les données, j'ai envie de dire déjà dans un tableur ou quoi que ce soit, il est possible de mettre en forme la multitude de déclarations sous un format de tableur, d'importer ce tableur sur Opera, donc qui est un fichier CSV, et qui viendra effectuer toutes les déclarations présentes dans ce tableur en une seule opération. Donc là, ça peut être intéressant pour les assujettis qui ont un très grand volume de patrimoine assujetti et qui veulent effectuer leur déclaration de consommation en une seule opération. Et donc, je précise que toutes les opérations sur Opera sont éligibles aussi bien à l'interface que par l'import de fichiers, que ce soit la création des comptes, la déclaration du patrimoine assujetti, donc des entités fonctionnelles, ou la déclaration des consommations. Et l'idée, c'est qu'aussi pour les déclarations qui seront attendues ultérieurement, donc au 30 septembre 2023, on ait un troisième mode opératoire qui sera l'interfaçage direct d'Opera avec des solutions tierces
Donc, par exemple, si moi, assujetti, j'ai déjà toutes les données attendues sur Opera dans un logiciel maison ou commercialisé par, un prestataire, je pourrais, l'idée, c'est qu'on puisse cliquer sur un bouton et envoyer toutes les données qui se trouvent dans ce logiciel sur Opera. Donc ça, ce sera pour ce dernier mode opératoire pour les déclarations du 30 septembre 2023, les déclarations suivantes. Donc là, j'ai illustré, pour celles et ceux qui ne seront pas encore venus sur Opera, voilà un petit peu les grands principes de l'interface. Donc on peut voir que c'est vraiment le mode opératoire qu'il est conseillé d'utiliser pour commencer, parce que c'est le meilleur moyen de se familiariser avec les informations demandées. Parce qu'on a un séquencement des différents parcours déclaratifs en différentes étapes. On a des explications de ce qui est attendu, avec des compléments d'informations via des bulles d'informations, via des textes, quand il y a certaines notions un peu techniques. Et on est de suite bloqué, donc on a des avertissements en cas d'erreur de saisie qui nous empêchent de passer à l'étape suivante au moment s'il y a une incohérence de remplissage. Et ensuite, voilà, là j'ai illustré un peu en quoi consistait aussi l'import de fichiers. Donc on a différents documents dans l'onglet ressources d'Opera qui permettent de constituer un fichier CSV, avec notamment un outil qu'on peut voir à droite qui aide à générer un fichier CSV correct, avec des listes déroulantes, etc. Et donc le principe, c'est on se sert soit de cet outil, soit du fichier de description pour constituer un fichier CSV correct. On peut l'importer sur Opera. Il y a différents écrans d'import selon qu'il s'agisse d'un import de consommation, de patrimoine assujetti ou de compte utilisateur. Et Opera permet, si les déclarations, si le remplissage du fichier est parfait, d'effectuer les déclarations. S'il y a des incohérences de saisie, Opera vous propose un fichier de rejet qui permet de bien identifier quelles données ont posé problème et ont engendré un échec dans l'import d'une ou plusieurs déclarations. Par exemple, si là, il y a une colonne où on attend un jour de l'année, donc entre 1 et 31, et où la personne renseigne les données d'une surface, enfin 1256 mètres carrés, par exemple, naturellement, on ne pourra pas accepter la déclaration et Opera, dans le fichier de rejet, vous pourrez avoir que c'est sur telle cellule qu'on a détecté une incohérence et en vous rappelant ce qui est attendu. Donc voilà pour les grands principes des déclarations effectuées par import de fichiers CSV. Et enfin, ça l'a été dit, je pense que vous le connaissez tous maintenant, mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur Opera, notamment dans l'onglet ressources, où il y a un certain nombre de documents qui sont aussi bien utiles pour appréhender le dispositif et certaines notions techniques, avec également, depuis le début d'année, des modules d'information décryptage sur des notions clés, l'assujettissement, les entités fonctionnelles, le calcul des objectifs. Il y en aura d'autres au fil de l'eau. C'est également dans l'onglet ressources où on retrouve le guide utilisateur Opera et on retrouvera demain les vidéos de démonstration et les tutoriels. Et on peut aussi retrouver dans l'onglet ressources tous les documents utiles pour constituer les fichiers d'import, les fichiers CSV. Et il y a également une FAQ qui est très complète, qui est vraiment mise à jour en continu. Donc si vous vous posez des questions, il y a vraiment de très fortes chances qu'il y ait déjà soit la réponse apportée, soit vraiment des éléments de réponse en lien avec les questions que vous vous posez dans la FAQ. Donc, et ce sont des informations fiables sur lesquelles vous pouvez vous baser pour lever vos questions, vos incompréhensions. Vous devez déclarer au niveau de chaque site, donc chaque SIRET. Donc il y a eu la question tout à l'heure. Donc c'est simple, c'est vos consommations énergétiques sur vos locaux d'activité. Les consommations des engins, donc non, les consommations de gasoil, etc., de vos engins, non. Mais par contre, si vous étiez dans un bâtiment logistique, c'est juste un type d'exemple, un bâtiment logistique, toute l'activité tertiaire qui nécessite des engins de manutention, qu'ils soient, comment dire, électriques ou au gasoil, enfin des Clark, enfin des élévateurs, des choses comme ça, là, il faut les déclarer. Par contre, vos engins de TP qui se retrouvent sur les chantiers, non. Si vous avez les consommations de gasoil ou d'essence pour vos véhicules utilitaires, si vous avez des cuves sur vos sites, ça fait pas partie, c'est pas de la consommation bâtimentale. Oui, il y a aussi bien les assujettis qui peuvent venir sur Opera et aussi bien des prestataires mandatés. Après, il y a plusieurs moyens
quand on est mandaté à l'échelle de toute une structure, par exemple, l'ADEME souhaite confier à un prestataire l'intégralité des déclarations à effectuer pour tous les établissements de l'ADEME qui sont assujettis en France. Là, il y a un parcours d'inscription. Si vous cliquez sur s'inscrire en haut à droite sur Opera, vous avez deux entrées. Est-ce que je suis assujetti ou est-ce que je suis prestataire mandaté par un assujetti? Là, vous pouvez prendre cette deuxième option et ensuite vous connecter comme si vous étiez l'ADEME et effectuer, dans l'exemple que j'ai donné, hein, pour le compte de votre assujetti et effectuer toutes les déclarations qui puissent effectuer. Il est tout à fait possible sur Opera d'avoir plusieurs comptes utilisateurs de rattacher à une structure. Par exemple, si je prends le cas de l'ADEME, il n'est pas obligatoire d'avoir un seul utilisateur pour le compte de l'ADEME, mais on peut avoir autant de comptes utilisateurs. Voilà, il est tout à fait possible qu'il y ait des personnes et des niveaux de responsabilité différentes. On peut même avoir plusieurs personnes de l'ADEME avec différents niveaux de responsabilité. Donc, on peut avoir autant de comptes que nécessaire sur une même structure. La réponse générique, c'est ça dépend un peu des choses. Si vraiment il y a une cohérence de part et d'autre de la route, c'est vraiment la même activité qui est faite. Voilà, les mêmes bâtiments ont été construits à la même époque, etc. Là, ça peut tout à fait être déclaré par le biais d'une seule entité fonctionnelle. S'il y a Pardon, tu veux compléter, Marc? C'est pas une unité foncière, c'est un site. Et donc, vous basculez de la notion d'unité foncière à la notion de site. Et effectivement, vous déclarez au niveau de votre site. Donc voilà, tout à fait possible de regrouper ces deux parties qui se trouvent de part et d'autre de la route sous une unique déclaration. Il est aussi possible, si jamais, tu me corriges Marc si je me trompe, s'il y a voilà, il se trouve que les différents sites qui se trouvent de part et d'autre n'ont pas la même activité ou alors ont été construits à des époques différentes, il est aussi possible, et qu'il y a des points de livraison vraiment dédiés et qu'il y a vraiment une cohérence à faire des déclarations distinctes, il est aussi possible c'est assez souple, hein, et de faire vraiment deux déclarations distinctes dans ce cas-là. Donc là, c'est les deux. Hein. Marc, tu pourras compléter, oui, mais sur une entité fonctionnelle donnée, les différents assujettis sont l'occupant exploitant, donc le preneur à bail, si on est dans une situation propriétaire-preneur à bail, aussi bien le propriétaire aussi, et le syndicat ou l'association de copropriété si on est dans le cas d'un bâtiment en multi-occupation. Parce que sur les possibilités d'action pour atteindre les objectifs, il n'y a pas uniquement le locataire ou seulement le propriétaire qui a la main sur l'ensemble des actions. Chacun peut agir sur différentes actions, quoi. L'idée Opera est très souple, hein, et permet aussi bien aux propriétaires, aux preneurs à bail, aux syndicats ou à une association de copropriété sur une entité fonctionnelle d'initier la déclaration. Et ensuite, il y a une étape clé de la déclaration d'entité fonctionnelle qui est l'étape assujettie, c'est-à-dire en fonction de qui je dois renseigner qui sont les autres. Par exemple, je suis propriétaire, c'est moi qui effectue la déclaration de l'entité fonctionnelle X, je dois renseigner qui est l'occupant X, ce qui va permettre automatiquement à cet occupant, une fois la déclaration d'entité fonctionnelle effectuée, d'avoir cette déclaration également dans son espace de travail et de pouvoir, et que les deux parties, hein, propriétaires, preneurs à bail et syndicats ou associations de copropriété, dans ce cas-là, ils pourront ensuite effectuer conjointement les déclarations de consommation. Donc, Opera est très souple et permet soit à toute une partie d'effectuer toute la déclaration, à l'autre d'effectuer l'intégralité, ou à chaque partie d'effectuer les déclarations selon son périmètre un peu de connaissance, même si la philosophie, c'est que chacun se communique vraiment les informations en lien avec les consommations. Déjà, il y a dès qu'une entité fonctionnelle elle est créée par quelqu'un, elle apparaît dans l'espace de travail de l'autre. Voilà. Mais on va prochainement là rajouter aussi des contrôles pour prévenir si jamais. Voilà, l'idéal c'est que les gens se communiquent, propriétaires, preneurs à bail, communiquent et se mettent d'accord avant d'effectuer la déclaration. Ça c'est le meilleur moyen de prévenir. Mais ensuite, on va quand même mettre en place là très prochainement des mécanismes sur Opera pour, si on se rend compte qu'il y a un risque de doublon, pour permettre de les identifier s'ils existent déjà sur les écrans de recherche par exemple, vraiment faire apparaître des entités fonctionnelles que l'on soupçonne d'être des doublons
Donc ça, c'est s'ils existent déjà. Et s'ils n'existent pas encore, dans le parcours de déclaration, si on détecte par exemple, qu'un établissement, par le biais de son SIRET, a déjà été déclaré comme occupant d'une entité fonctionnelle, avant, si une autre personne souhaite déclarer cette entité fonctionnelle comme occupant, on va mettre un message d'avertissement en disant « Est-ce que vous êtes sûr de bien vouloir continuer ?» Nous, on détecte qu'il y a déjà une entité fonctionnelle de présente. Sur les doublons, il y a l'IUB, l'identifiant unique bâtimentaire, qui permet de les éviter. Mais en tout cas, effectivement, comme l'a dit Emerson, il faut que, au niveau des déclarations, elles soient au niveau de l'entité fonctionnelle assujettie. Et il y a différents types de consommation, et je vous invite à aller voir la FAQ DC3 qui vous explique ces consommations. Il y a des consommations individuelles qui profitent au local, dont vous avez la pleine maîtrise en tant qu'exploitant. Il y a les consommations réparties, ce sont les consommations énergétiques qui sont faites à l'échelle d'un bâtiment, notamment en multi-occupation. C'est des consommations qui sont réparties voilà, et qui profitent directement au local. Donc ça peut être par exemple du chauffage, de la climatisation, l'eau chaude sanitaire si ça vient d'une unité de production pour tout le bâtiment. Et puis après, il y a les consommations des communs et éventuellement annexes. Ça, c'est lorsqu'il y a des salles par exemple, de conférences, des choses comme ça qui peuvent être louées à l'extérieur. Mais la consommation des communs, elle est aussi rapportée en général au tantième surfacique à chaque locaux. Et donc ça, par exemple, ce sont les répartis comme les consommations des communs. Ce sont des informations qui sont détenues normalement par les propriétaires, qu'ils se doivent, comme c'est précisé dans le décret, les communiquer à leurs locataires, comme les locataires doivent communiquer leur consommation à leurs propriétaires sur les équipements dont ils gèrent, et ce qui fait que les uns et les autres, donc que ce soit le locataire ou le propriétaire, l'association de copropriété, ou voilà, s'il y en a même des affuls, si vous avez une chaufferie qui est partagée par plusieurs bâtiments, eh bien, tous ces gens-là doivent discuter pour savoir qui fait quoi. En tout cas, tout le monde a les informations. Et normalement, le locataire, l'exploitant, a toutes les informations pour renseigner tout. Mais s'ils se mettent d'accord à ce que ce soit le propriétaire qui remonte les consommations réparties à les consommations des communs, il n'y a pas de souci. C'est très souple, hein, comme l'a dit Emerson. Mais ça nécessite effectivement qu'il y ait un dialogue. Voilà. Et que ce dialogue continue à exister chaque année. Les bâtiments concernés, je vous avais dit, c'était les bâtiments de bureaux. Il peut y avoir sur comment dire, les sièges sociaux, les gros sièges sociaux, éventuellement de l'accueil petite enfance. Vous avez de la restauration à entreprise aussi sur ces bâtiments-là. Ensuite, il y avait effectivement tout ce qui était entretien des véhicules, les hangars. Il y a éventuellement la logistique. Alors, il y a des aides en termes de ressources, mais pas des aides. Après, c'est le financement effectivement des actions. C'est les C2E, des choses comme ça, hein. Donc les certificats d'économie d'énergie, des choses comme ça qui peuvent vous permettre de financer un certain nombre d'actions. Y a-t-il des obligations formalisées pour les propriétaires, plan d'action? Alors, c'est comme je vous l'ai dit, là, effectivement, chacun est responsable du périmètre qui le concerne. Le propriétaire, il est responsable de la performance énergétique de son bâtiment et des équipements énergétiques qu'il met à disposition de ses locataires, qui produisent de la chaleur ou du froid pour chacun de ses locataires. Donc, l'entretien lui incombe. Quand tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, il faut que les entreprises de maintenance fassent vraiment leur boulot, ce qui est loin d'être le cas en France, mais ça, c'est un peu le cas de tout le monde, c'est de vraiment faire leur job, c'est-à-dire vérifier que ça fonctionne bien, les régler, ces équipements, et les nettoyer pour éviter les surconsommations. Donc, effectivement, comment dire, les responsabilités sont partagées entre les propriétaires et les preneurs à bail. On l'a dit tout à l'heure, faire la déclaration en SIRET, c'est effectivement au niveau du SIRET, mais par contre, on peut remonter, notamment via des fichiers CSV, donc c'est des tableurs Excel qui sont exportés au format CSV sur la plateforme, récupérer toutes les informations de chacun de vos établissements et faire remonter tout via ces fichiers sur la plateforme. Les bureaux, oui. Le concassage, non, ça c'est de l'industriel, c'est de la transformation. Bon, vous n'avez pas d'entrepôt en général dans ces cas-là, les carrières de stockage des granulats, c'est plutôt à l'extérieur, donc
il n'y a pas de souci d'entreposage. Mais en fait, voilà, donc vous n'avez vraiment que les bureaux, éventuellement la restauration entreprise, et puis c'est tout. Alors tout ce qui est lié, voilà, par rapport au site industriel, par rapport aux vestiaires, les locaux qui sont liés à l'activité industrielle, et puis par exemple le contrôle qualité lorsqu'il est près du process industriel, ils sont dans le même bâtiment, ça fait partie du process industriel, donc c'est hors cadre. Non. Tout ce qui est, par exemple, chaudronnerie, les ateliers de chaudronnerie, c'est-à-dire vous faites fabriquer quelque chose, non. De tableaux électriques, ah oui, là, vous êtes dans les entreprises de TP qui travaillent dans le domaine de l'éclairage public ou des choses comme ça, ou les tableaux électriques, bah, c'est des ateliers, hein, donc vous produisez un produit fini, donc on est dans l'artisanat ou l'industriel. Alors oui, on avait au début, sur l'ajustement en fonction des variations climatiques, on est sur des J18 partout. On était effectivement au départ parti notamment pour la logistique de froid et puis pour les grandes surfaces alimentaires, mais ça ne vous concerne pas. C'est pour les meubles de froid positifs et négatifs sur des températures de référence qui étaient inférieures. Et puis, in fine, parce que ça paraissait intuitif, bah, in fine, ça ne fonctionnait pas. Et des J18, bien que ce soit contre-intuitif, eh bien, c'est ce qui correspond le mieux à l'ajustement des consommations énergétiques justement de tous ces processus de froid. Bah oui, il faut que vous mettiez d'accord. Donc, lorsqu'il y a une relation propriétaire-preneur à bail, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue, hein. Aujourd'hui, c'est ce qui manque effectivement. Et il faut qu'il y ait un dialogue, savoir qui fait quoi. C'est pas mis dans les dispositions réglementaires, mais sur la plateforme Opera, vous aurez un cadre de répartition des actions qui sera préétabli, donc avec effectivement tout ce qui est plutôt bâtimentaire et équipement énergétique des bâtiments qui sont à la charge du propriétaire, et tout le reste, effectivement, est plutôt à la charge du locataire. Donc ça, on va le décliner à charge. Alors ça, c'est un document qui peut être utile dans la répartition des actions, et que vous pourrez joindre en même temps que l'attestation annuelle lorsqu'il y a des transactions immobilières, que ce soit des ventes ou des renouvellements de bail, pour que les futurs acquéreurs ou les futurs locataires soient bien au courant des choses et sachent où ils en sont. Mais chacun est responsable des équipements dont il assure l'exploitation. Alors voilà, ça c'est très clair. Alors c'est pour ça que justement la déclaration des consommations qui est différenciée entre les individuels que les exploitants gèrent eux-mêmes, celles qui sont en multi-occupation, donc les consommations réparties et les consommations des communs, ça c'est clairement le propriétaire qui en est responsable. Donc si on voit effectivement que du côté exploitant, ça descend les consommations, et puis que du côté propriétaire, ça ne baisse pas, voire quelquefois ça peut monter, bah, c'est très clairement le propriétaire qui sera mis, si on n'atteint pas les résultats, c'est lui qui en sera responsable. Oui, en logistique, il y a de la logistique de froid, donc négative, positive, très basse, et puis il y a du stockage, pour l'instant il n'y a pas les valeurs absolues, en température ambiante. Là, c'est lorsqu'on fait vraiment de la logistique. Donc il y a une FAQ qui traite notamment au niveau des sites industriels les histoires de stockage tampon, c'est-à-dire qu'à l'issue effectivement de votre production industrielle, il faut bien stocker le produit fini avant qu'il soit envoyé soit dans de la logistique externalisée, soit vers des lieux de vente. Et donc, pour l'instant, on a mis de 3 à 5 jours. Mais s'il y a des trucs très particuliers, j'ai eu une question récemment sur la boîte mail de Éco-Énergie Tertiaire, où c'était lié à de la production qui n'est pas toujours en continu. En fait, c'est à vous de juger le temps de temporisation, mais pas, enfin comment dire, de stockage provisoire. Si c'est vraiment la logistique telle qu'elle a été faite avant qu'on soit plutôt dans de l'économie en flux tendu, il y avait certaines grosses sociétés qui faisaient effectivement des produits finis et qui stockaient chez eux sur leur site de production et les envoyaient vraiment au dernier moment dans les points de vente. Mais la plupart du temps, quand même, en France, les sociétés sont en flux tendu et ont externalisé toutes ces activités logistiques. Alors, après, j'arrive.
Dans le cadre de nos ambitions énergétiques inter-entreprises, nous avons des objectifs d'investissement de consommation directe, chantiers locaux, mais également indirect, achat. Prévoyez-vous donc de suivre ces données également. Non, mais ça fait partie des actions. C'est-à-dire que effectivement, vous êtes dans vos politiques d'achat. Quand on vous parlait au niveau de vos process de meilleures techniques disponibles, c'est par exemple au niveau bureautique, c'est prendre voilà, comment dire, des équipements qui soient le moins énergivores possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un poste informatique fixe consomme plus qu'un poste, comment dire, qu'un micro portable. Donc, il y a ces choses-là. Après, il y a effectivement tout ce qui est photocopieur et compagnie. Voilà, copieur, imprimeur, il y a effectivement des. Donc, je ferai des fiches actions, enfin des fiches récapitulatives pour chacune des catégories en vous indiquant quelles sont comment dire, les meilleures techniques disponibles qu'on a pris en compte et puis les indicateurs d'usage, d'intensité d'usage correspondants, et puis après les leviers d'action que vous pouvez mettre en œuvre. Mais par contre, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment sur les politiques d'achat, c'est vous qui êtes maître, hein, vous êtes grand, on va pas et puis on ne serait pas légitime à mettre des temps de retour brut sur investissement. Mais c'est très clair que il faut maintenant que comment dire, les clients que vous êtes par rapport à vos fournisseurs, vous soyez exigeants, et c'est normal d'être exigeant, et il le faut l'être, en termes de qualité d'usage des équipements que vous allez acheter, mais aussi en termes de consommation énergétique de ceux-ci. Et donc, c'est très clair qu'au niveau de votre politique d'achat, surtout si vous faites de l'achat groupé, eh bien, il faut inciter les industriels à produire des équipements qui soient de plus en plus performants, mais aussi de plus en plus économes en énergie. Alors oui, au niveau assujettissement, les surfaces de stationnement ne sont pas comptabilisées puisqu'on parle de surface de plancher. Mais dès lors que vous êtes assujetti, alors par exemple, je vais prendre un exemple, vous avez un bâtiment de bureau de 800 m² avec 400 m² de parking, vous n'êtes pas assujetti. Par contre, vous avez un bâtiment de bureau de 1100 m² avec 400 m² de parking, eh bien on prend le parking, enfin le stationnement en sous-sol. Alors c'est uniquement en sous-sol ou en superstructure, donc les parkings en silo. On prend les 400 m² en plus. Donc on serait à 1500 m² de surface de consommation énergétique. Et donc ça, on les prend. Et puis, les seules surfaces de plancher de parking qui sont prises en compte, ce sont les métiers du stationnement. Puisque là, ces parkings-là c'est vraiment de la surface de plancher. Les bureaux, ils sont concernés, en activité bureau, sauf quand vous êtes sur un bâtiment de production industrielle de chaudronnerie, où vous avez un bureau qui est lié à la production de chaudronnerie. Ça, c'est l'industriel, vous ne le prenez pas en compte. Et puis, l'atelier, il faut savoir si c'est un atelier de maintenance, enfin d'entretien des véhicules, ça c'est de la prestation de service. Donc par contre, si c'est un atelier artisanal ou industriel de production d'un produit fini, là c'est de l'industriel. Et le stockage, donc je vous invite à aller voir la FAQ, ça c'est l'histoire du stockage tampon ou pas. Emmanuel Martel, faut-il prendre en compte les hangars de stockage de pièces ou de matières premières? Non, alors quand vous êtes à huile, pneus, voilà, si c'est du stockage, voilà, à d'honneur, en fait, vous n'êtes pas dans la production, voilà, pour l'huile, le pneu, les pièces de rechange, ça c'est vraiment dans les ateliers d'entretien des véhicules, donc qui relèvent du tertiaire, et dans la catégorie que je vous ai dit tout à l'heure sur la diapo, c'est-à-dire vente et entretien des véhicules utilitaires et industriels, ces ateliers, ces zones de stockage, c'est compris. En cas de site en multi-occupation, type bureau, avec baux incluant des charges locatives et énergétiques. Oui, vous déclarez toutes vos consommations. En cas de site en type bureau, avec baux incluant les charges locatives et énergétiques. Ouais, c'est ça. Oui, alors effectivement, il y a ces baux. Moi, très honnêtement, si j'étais patron, j'irais jamais dans des bâtiments comme ça. C'est-à-dire que globalement, en fait, vous avez un bail dans lequel les consommations énergétiques sont ramenées à la surface. Ce qui fait qu'en termes d'occupation, je prends un exemple, vous avez deux plateaux de bureau de 500 m² dans le même bâtiment. Il y en a un, il y a 50 personnes, et dans l'autre, il y a 100 personnes. Et bien, très clairement, celui qui a 50 personnes paye les consommations énergétiques de son petit copain qui a 100 personnes. Donc, il en paye une partie.
Donc, bon, ça, c'est à vous d'apprécier si vous continuez à aller chez des propriétaires qui gèrent comme ça. Moi, très personnellement, je n'irai jamais. Voilà, là, je crois qu'on a fait le tour. Il y avait juste la question de madame, et ça serait bien qu'elle puisse parler directement pour que je comprenne de quoi il s'agit. C'est Marine Tesson, ouais. Ouais, sur l'histoire des fournitures. J'ai toujours pas bien compris. Oui, bonjour. Mathieu Cramp, vous venez de répondre à ma question, je vous remercie. Enfin, d'y répondre partiellement, vous déconseillez d'aller dans ce type de bâtiment, mais non, mais vous faites comme vous. Oui, bien sûr, après, c'est oui, pas toujours facile. Oui, il se trouve que dans le cas où ce type de bâtiment existerait, et il existe puisque j'en suis gestionnaire, est-ce que les entités qui y exercent ont une obligation de déclaration, sont assujetties à déclaration, ou est-ce que c'est le oui, c'est chaque propriétaire? entité fonctionnelle. D'accord, même si elle ne paye pas directement ses consommations énergétiques. Non, vous devez, voilà, dans l'article, c'est pas de bêtises, alors, je reprends le décret parce que je n'aime pas de garder. Je sais que c'est une particularité. Oui, je sais que c'est une particularité. Moi, je l'avais lu avec l'Observatoire de l'immobilier de l'URAM, et puis j'avais trouvé ça. Je savais que ça existait, mais manifestement, c'est très courant, et je trouve que c'est un peu du style coworking. Non, les coworking, c'est différent. Ça, c'est une activité de service à proprement parler. Oui. Voilà. Là, on a des entités qui ont un siège dans un même bâtiment et qui sont soumis à baux avec charges comprises. Oui, c'est un bâtiment de bureau. C'est un peu comme à l'Arche, à la paroisse Nord. Vous avez plusieurs entreprises dedans. Exactement. Voilà. Et donc chacune. Alors après, je ne sais pas comment il s'est géré à l'Arche Nord, mais je sais que ça existe par ailleurs, effectivement, où vous avez tout est compris dedans, toutes les consommations, à la fois de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et de process. Et c'est là que je vous disais, justement, avec deux exemples, entre celui qui a celui qui a 100 sur la même surface, celui qui a 100 et 50 personnes, et celui qui a 50 personnes, il paye. Totalement. Je partage votre avis, mais voilà. Mais il faut qu'il en soit conscient. Après, voilà. Du coup, choisi, c'est un choix. Ils sont grands, les gens sont grands. Voilà. Est-ce que ces entités ont une obligation à déclaration? Oui. Donc, c'est chaque entreprise dans ce genre de bâtiment doit déclarer sa quote-part de consommation qui veut dire qu'elle n'aura pas, elle n'aura pas de consommation individuelle. Vous allez remplir en consommation répartie et commune. Après, c'est à vous de voir. Alors, c'est aussi ça. Le dispositif éco-énergie tertiaire, il a bouleversé depuis 2020 les relations propriétaires-preneurs à bail et notamment les prestations des syndics de copropriété qui aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, alors excusez-moi, je vous dis, mais moi je suis par ailleurs aussi locataire en logement, mais c'est la même chose. Moi je suis ex-syndic, donc... Voilà, mais très clairement, il y en a qui font leur boulot, donc qui sont très transparents, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils font la sommation des factures, ils se disent « Ah il y a 3% d'augmentation, globalement, je vais mettre 5%, on se met 2% pour nous, et puis on applique la clé de répartition. Demain, il va falloir que les syndics, ils peuvent continuer à faire ça, mais ce ne sera pas que des appels de charges en euros, ça sera aussi des justificatifs de ces appels de charges, c'est-à-dire c'est du kilowattheure électrique pour l'ascenseur, pour l'éclairage, du kilowattheure de gaz pour la chaudière qui fait le chauffage et puis et le CS. Voilà, moi aujourd'hui je suis locataire, j'ai tout dans mes charges, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et je ne trouve pas ça normal. Et donc, demain, il faudra aussi que les syndics de copropriété et que les assemblées ouvrent ces assemblées aux locataires aussi, au moins en début, en termes de justification. En tout cas, la réglementation le prévoit déjà et vous autorise à réclamer les pièces justificatives à votre propriétaire lorsqu'il vous fait la répartition. C'est jamais fourni. Déjà, les propriétaires, quand vous êtes en syndic de copropriété, les propriétaires, la plupart du temps, ils ne l'ont pas. Oui, mais c'est des documents qui sont obligatoirement obligatoires. Voilà. Mais donc, effectivement, là, j'ai sur la partie tertiaire, locaux d'activité, une spécificité liée à ces multi-occupations. Et je me demandais dans quel cas il y avait une obligation. Mais effectivement, si on peut distinguer ce qui relève du commun, donc ce qui est... Alors après, c'est à vous. Voilà, c'est-à-dire que c'est soit vous faites le travail vraiment, c'est-à-dire on a bien, dans votre cas, il n'y a pas de consommation individuelle, donc il y a des consommations réparties, il y a des consommations des communs. Alors,
Voilà, c'est le cas concret où, par exemple, c'est le propriétaire, enfin, ou le syndicat de copropriété et son exploitant, qui peut être le syndic, qui fait la remontée directe sur Opera, puisque c'est lui qui détient toutes les informations. Voilà. Et comme il n'y a pas de consommation commune, bah, c'est, je pense, la meilleure solution. Après, il y a deux options. C'est soit vous êtes très précis, c'est-à-dire vous êtes capable de répartir les kilowattheures entre ce qui est consommation répartie qui profite directement au local, et puis les consommations des communs, c'est-à-dire l'éclairage dans les circulations, les ascenseurs, etc., qui sont mis en consommation commune. Donc, et vous répartissez les deux, ou alors, si vous n'avez pas ce détail, bah, ça sera de la consommation répartie dans laquelle vous mettrez tout, quoi. D'accord. Ok. Et là, très clairement, ça veut dire que le locataire, bah, ça va être difficile d'aller chercher sa responsabilité parce que, enfin, sauf qu'à ce qu'il déclare, en plus, comme vous répartissez au prorata surfacique, eh bien, ça ne s'approche pas de la réalité, quoi. C'est-à-dire que la consommation. Totalement, je partage votre avis ça, la sur le fond. Voilà. Maintenant, il y a la réalité après qui ça peut évoluer, on est confronté à ce type de bâtiment en direct à gérer. Donc, et là, pour les déclarations, effectivement, bah, c'est du concret. Il faut trouver la manière de déclarer. Donc j'ai compris. Alors non, c'est-à-dire que vous déclarez jusqu'à la cessation de votre activité. Alors admettons par exemple, je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, vous avez deux types de cadres de reporting, c'est une année calendaire du 1er janvier au 31 décembre, ou alors c'est 12 mois consécutifs, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, ceux qui font du RSE, par exemple du 1er avril au 31 mars. Si vous êtes dans ce cas-là, par exemple, du 1er avril au 31 mars et que vous partez au mois de juin, vous déclarez vos consommations du 1er avril jusqu'au mois de juin, jusqu'à votre cessation d'activité. Parce que quelquefois, derrière, il y a une vacance qui peut durer plusieurs mois. Et donc là, c'est le propriétaire, normalement, et là, on les laisse libres. Mais c'est le propriétaire qui devrait déclarer pendant cette période de vacances. Bon, si elle est courte, ça n'a pas d'intérêt, mais si elle dure plusieurs mois, voire plus d'une année, c'est intéressant d'y mettre les consommations parce que, par exemple, ça peut permettre d'identifier des anomalies. Alors, à titre d'exemple, je vais juste vous expliquer l'intérêt de ça. C'est que c'est un peu lié avec les bacs. En face de chez moi, là, sur Paris, Blue, du côté de Courbevoie, il y a un immeuble qui s'appelle Cofas. Ça fait 3 ans que je suis là. Il y a des plateaux de bureaux qui sont inoccupés et qui sont allumés 24 sur 24, 365 jours par an. Bah, si le propriétaire remplissait les consommations d'énergie de ces plateaux de bureau, il s'apercevrait peut-être qu'il y a une anomalie. D'où l'intérêt de la plateforme et de continuer et que le propriétaire prenne le relais pendant les périodes de vacances. Alors si c'est sur quelques mois, ça ne vaut pas le coup, mais si ça risque d'être une vacance de longue durée, là, ça peut valoir le coup parce qu'au moins, vous pouvez identifier s'il y a des anomalies en termes de gestion. Et donc, lorsqu'on arrive sur un nouveau site, nous récupérons les données comment? Alors, ça, c'est dans le texte. Alors oui, tout à l'heure, je vous disais en fait que les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement leur consommation énergétique. Pour ceux qui sont un peu curieux, c'est l'article R174-28 du Code de la construction et de l'habitation. Et donc, normalement, au moment d'une transaction immobilière, donc d'une vente ou d'un nouveau contrat de bail. Donc, l'évaluation de respect des obligations est réalisée sur la base de la dernière attestation numérique annuelle. C'est-à-dire que le propriétaire doit présenter la dernière attestation du local où vous êtes intéressé à venir. Et donc, vous savez, et vous pouvez, et donc tout à l'heure, je vous ai parlé du plan d'action, c'est aussi un outil utile qui peut permettre de voir en fait quelles sont les obligations, qu'est-ce qui a été fait au niveau du local et qu'est-ce qui reste à faire. Donc, l'attestation, alors là, je pourrais peut-être partager avec vous l'arrêté, et je vais aller chercher. C'est-à-dire qu'il y a sur l'attestation annuelle, il y a, et c'est nouveau, il y a une agrégation des résultats à l'échelle d'un bâtiment. Alors ça, c'est surtout intéressant pour les bâtiments en multi-occupation. Et puis, la consolidation à l'échelle du patrimoine. Est-ce que vous voyez l'arrêté là? Oui. Allez sur le modèle d'attestation, vous allez comprendre tout de suite. Alors après, ce que je vais vous dire, et ça intéressait peut-être le monsieur qui gérait un bâtiment tout à l'heure en multi-occupation, c'est que l'attestation, en fait, a
gros pouvoir en termes de dialogue avec les preneurs à bail. Mais c'est dans les deux sens. Donc, en fait, l'attestation, là, voilà, je suis arrivé. Donc, il y a vos résultats. Donc, au niveau de vous aurez de la notation ici. Et puis, vous aurez un diagramme à l'exploitation des fichiers Excel, enfin, un diagramme qui sera ici. Il y a la mutualisation à l'échelle d'un groupe. Donc, ça peut intéresser notamment les entreprises de TP pour avoir les résultats à l'échelle de leur groupe. Et voilà. Et l'attestation annuelle, là, je suis dans un bâtiment en multi-occupation où il y a 6 entités fonctionnelles. Mais il y en a une qui exploite pas très bien et qui représente plus de la moitié des surfaces du bâtiment. Et donc, du coup, elle vient plomber la notation indicative à l'échelle du bâtiment. Mais néanmoins, le propriétaire, il peut dire à son au futur locataire, bah, vous voyez, notre bâtiment est hyper-performant puisqu'on a quand même des entités qui sont très bien notées. Et puis, si vous aviez un locataire vous êtes propriétaire et vous avez un futur preneur à bail qui vient et qui avait déjà une activité tertiaire ailleurs, alors c'est pas écrit dans la réglementation. Vous pourriez lui demander est-ce que vous aviez une activité ailleurs précédemment. Si vous répondez, vous pourriez lui demander est-ce que vous pourriez nous communiquer votre attestation. Et si vous apercevez que c'est quelqu'un qui est comme dans celui, l'entité qui est en feuille orange, qui est pas bon, pourriez, alors c'est de la suggestion que je vous fais, vous pourriez lui dire, écoutez, nous on est dans un bâtiment performant, nous ça nous intéresse d'avoir une bonne notation à l'échelle du bâtiment, et on ne veut pas, on avait un précédent locataire qui faisait un peu n'importe quoi, on ne veut pas de ça chez nous, donc on souhaiterait que vous entriez dans la démarche, et on vous laisse 2 ans pour le faire si vous apercevez que c'est une mauvaise notation. Et si vous ne le faites pas, on vous applique un surloyer. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut aller jusque-là, quoi. C'est-à-dire que vous avez, on engage un vrai dialogue avec ça, en termes de gestion du bâtiment et de la responsabilité de chacun. Voilà. Et puis après, à l'échelle d'un patrimoine, d'un parc immobilier, là, c'est destiné plutôt aux immobilières qui intègrent En fait, c'est comme le groupe de structure pour la mutualisation, sauf que là, vous allez y rentrer des bâtiments dont vous êtes propriétaire. Et là, vous pouvez avoir une vision à l'échelle du parc, de votre parc immobilier. Donc voilà, le bâtiment dont je vous parlais, il y avait 6 entités. Il y en a une qui est en feuille orange, il y en a 4 avec une feuille verte et une avec 2 feuilles vertes. Mais en fait, la notation à l'échelle du bâtiment est mauvaise ici, enfin, elle est orange, parce que l'entité qui est orange, elle a plus de la moitié des surfaces, et donc elle pénalise les résultats à l'échelle du bâtiment. Et donc, ce que je vous disais, voilà, c'est que le propriétaire, il a moyen de montrer avec son attestation annuelle qu'il est un bâtiment performant parce qu'il a des entités fonctionnelles qui sont pas bien notées. Voilà. Vous ne fermez pas l'entité, c'est-à-dire qu'en fait, vous déclarez que vous arrêtez votre exploitation et puis vous remontez vos consommations sur les quelques mois ou la totalité de l'année, si jamais c'est une année complète, de votre consommation énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation du primo-assujetti, la consommation de référence, elle reste en mémoire dans la plateforme Opera, puisqu'on se rebase, on repart là-dessus pour l'objectif en valeur relative.